et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan des 2 derniers mois passés. Je vais essayer de rattraper mon retard. Donc là aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui s'est passé durant le mois de mai et le mois de juin. Je me suis fait mes petites notes dans mon super cahier, voilà, parce que j'ai tellement de choses à vous raconter que voilà, il fallait que je prenne des notes pour rien oublier. Donc j'ai décomposé cette vidéo en 2 parties. Dans la première partie, je vous parlerai de tout ce qui s'est passé sur la ferme, et dans la deuxième partie, plus concernant le projet. Donc concernant la ferme, donc nous on s'est quitté sur l'arrivée de Mistral qui est arrivé mi-avril pour mon anniversaire, donc le 21 avril. Donc Mistral, je ne vous l'ai pas trop présenté. Mistral, donc c'est un bouc entier, c'est-à-dire qu'il a encore ses coucougnettes pour faire de la reproduction, et donc ce sera un bouc reproducteur, le bouc reproducteur de mon troupeau. Il est âgé de 5 ans, il a vécu du coup toujours dans la même ferme où il est né, la ferme où nous l'avons acheté. Il a passé la majeure partie de son temps isolé des femelles, c'est-à-dire que souvent les mâles on les met avec les femelles que pendant la période de reproduction, et après on les soustrait au groupe pour pas qu'il embête les femelles, qu'il abîme les petits quand ils naissent, tout ça. Donc il était, quand nous on est allé le chercher en tout cas, il était isolé dans la chèvrerie alors que les femelles avaient le droit d'aller dehors. Lui il était isolé dans la chèvrerie avec 2 autres petits mâles castrés pour le coup, pour lui tenir compagnie. Voilà, Mistral, j'essaierai de vous intégrer quelques images. Mistral, du coup, comme il a des grandes cornes qui partent en arrière et qui frottent un petit peu, à chaque fois qu'il tourne sa tête, ça frotte sur son cou, ce qui fait que ses poils ne poussent pas juste au niveau de son cou. Donc ça arrive souvent chez les mâles, chez les mâles qui ont des grandes cornes, donc ce n'est pas grave. Mais ce qui fait que quand il est arrivé à la maison et que nous l'avons mis tout de suite en liberté dans le pré, et qu'il a fait très soleil ces jours-ci, eh bien, il a pris un petit peu un coup de soleil sur la peau, donc voilà, c'était à surveiller. Voilà, sa peau a rougi, mais rien de plus. Et c'est vrai que les animaux blancs, de base, sont beaucoup plus sensibles au soleil, et encore plus quand ils n'ont pas de poils sur une certaine zone. Donc voilà, ça c'était à surveiller. Voilà, sa peau a rougi un petit peu, mais c'était sans grande importance. Mais voilà, il fallait quand même surveiller ce petit détail. Pareillement, comme il a été mis à l'herbe, du coup, alors que quand il était isolé en chèvrerie, il n'avait pas accès à l'herbe verte, fraîche de dehors, il avait accès à du foin sec. Du coup, les animaux, les herbivores qui mangent comme ça d'un coup de l'herbe verte qui est beaucoup plus riche, peuvent avoir une diarrhée. Donc il faut bien surveiller ça, puisque du coup, le système digestif chez un ruminant est très complexe et fragile, donc il faut bien surveiller quand il y a des changements comme ça. Donc là, lui, il n'a pas eu la diarrhée, donc ça s'est bien passé, parce qu'il faisait chaud et sec à cette période-là, au mois de juin. Et oui, on a eu un très beau mois de mai et un mois de juin tout pourri. Donc, mais du coup, c'est pas plus mal qu'il soit arrivé dans une période où vraiment il faisait beau, chaud et sec. Donc il a mangé de l'herbe qui était fraîche, mais quand même assez asséchée par le soleil. Donc bon, il n'y a pas eu de diarrhée. Par contre, à côté de ça, il fallait aussi surveiller tout ce qui était parasitaire. Parce que du coup, en étant en liberté dans la prairie, il était beaucoup plus à même de rencontrer des parasites qui sont dans le sol, sur les herbes, qui montent sur les herbes avec l'humidité, des choses comme ça. Des choses invisibles à l'œil nu, mais qui font des parasites internes. Donc par précaution, 1 mois après son arrivée, on lui a fait une injection d'un vermifuge en fonction de son poids, et donc voilà, tout s'est bien passé. Mais voilà, c'est quelque chose d'important à savoir. La mise à l'herbe, ça peut engendrer plusieurs choses, dont diarrhée, problèmes digestifs et point de vue parasitaire. Autre chose qui est arrivée, enfin petit changement qui s'est opéré quand il est arrivé à la maison, c'est qu'il est arrivé tout propre, tout blanc, puisqu'il était dans une chèvrerie, donc il avait toujours la même litière, c'est-à-dire de la paille, il pouvait toucher du foin, mais voilà, il n'y avait pas trop de terre, il n'y avait pas trop d'herbe, il n'y avait pas trop d'humidité. Et donc là, arrivé chez nous, il a eu plein de facteurs environnementaux différents, ce qui fait que son poil, son joli poil blanc et tout doux, eh bien, a vite changé. Donc la qualité de son poil n'a pas changé, mais par contre, au bout d'1 semaine, il était déjà tout gris. Parce que à l'endroit où on les fait dormir, où il y a la cabane des chèvres et de bambou, la cochonne, eh bien, c'est à même la terre en fait, donc il y avait encore donc il y avait quand même paille et foin, mais il y avait quand même beaucoup plus de terre que ce qu'il avait connu, ce qui fait que quand il se couche par terre, quand il se frotte contre un arbre, quand il vit tout simplement, hein, eh bien, il a sali son poil, donc je me suis dit, oh mon dieu, ça y est, j'ai foutu sa laine en l'air, mais bon. Donc du coup, j'en ai parlé à des éleveurs, et les éleveurs m'ont dit, pas de panique, avant la tonte, tu le renfermes 1 ou 2 semaines avant la tonte,
dans une chèvrerie, quoi, enfin dans un endroit clos, et il va s'auto-nettoyer tout seul, pas de panique, ça va pas foirer ta laine. Mais je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible, et puis de toute façon, je me vois pas le laisser renfermer juste pour pas qu'il salisse sa laine, quoi, donc faut bien qu'il aille dehors et qu'il vive sa vie. Mais voilà, je me suis dit, c'est pas possible. Tout va bien, mais voilà, c'est une chose à savoir, c'est qu'il passait de blanc à gris, quoi. Voilà, donc ça c'était vraiment dans les premières semaines de son arrivée. Un mois après son arrivée, alors il a toujours été très câlin. Alors il a un petit caractère qui s'affirme de plus en plus avec le temps, hein. Quand on le gratte en fait entre les cornes, souvent les caprins aiment bien parce que c'est une zone qu'ils n'ont pas accès avec leurs pattes, ce qui fait qu'ils ont besoin d'un élément extérieur, donc souvent c'est un arbre, un poteau, une corde, un truc qui puisse se gratter entre les cornes. Et souvent, la main humaine fait du bien. Donc nous, on le gratouille un petit peu entre les cornes, et en fait, ça a tendance à l'exciter un peu. Ce qui fait à l'énerver, quoi. Enfin, à l'énerver, ça lui fait du bien, mais en même temps, il en veut encore plus, je sais pas, c'est assez spécial. Et donc, et bah, du coup, quand on commence un petit peu à le gratter là, il commence à donner des coups de tête et tout, donc il faut faire attention quand même, parce que c'est un gros bestiau qui peut être dangereux. D'ailleurs, sans même faire exprès, des fois, il nous fait une balayette avec ses cornes, parce que ses cornes sont tellement sur les côtés, qu'en fait quand il arrive par derrière, quand par exemple on lui donne des granulés, et ben, moi il me fait une balayette sous la jambe, enfin derrière la cuisse. Voilà, donc il faut quand même faire attention, parce que c'est un animal qui peut être dangereux, hein. Il est quand même assez costaud, je crois qu'il fait 70-80 kilos, donc c'est une belle bête. Et donc tout ça pour vous dire que malgré sa force, il est tout de même très câlin, et donc en lui faisant un câlin, au bout de, ça devait faire un mois et demi qu'il était arrivé, en le caressant, eh bien, on a senti derrière sa mâchoire, là, vraiment au coin, derrière l'oreille, ici, une boule. Et une boule assez souple, mais voilà, qui ressemblait à un abcès, clairement. Donc voilà, on s'est dit, c'est pas possible, ça commence, ça fait un mois qu'il est là. Donc on en a parlé à notre vétérinaire qui nous a dit, ponctionnez dans un premier temps cette boule pour voir si c'est vraiment un abcès avec du pus ou si c'est autre chose, parce que ça pourrait être genre une tumeur, un truc voilà, où il n'y a pas de pus à l'intérieur, donc voilà. Pour être sûr que c'est bien un abcès, ponctionner. Donc on l'a chopé, il s'est laissé faire, il était mignon, on a ponctionné avec une grosse aiguille, il s'avère que c'était bien du pus, blanc, clair, pas trop dégueulasse, qui ne sentait pas mauvais. Donc en fait on était vraiment au tout début de l'abcès. Donc quand on a pu constater donc, que c'était bien du pus, elle nous a dit faites une petite incision, que le pus s'écoule tout seul, et surveillez bien de près. Donc c'est ce qu'on a fait. Sauf que l'abcès n'était pas encore assez mûr, ce qui fait que ça s'écoulait pas tout seul. On en a vidé une partie, mais voilà, ça se regonflait tout de suite après. Donc on en a parlé à des éleveurs en chèvre, pas forcément chèvre angora, mais en chèvre, qui nous ont dit, alors attention, ça peut être un abcès KCE, donc je connaissais pas. Mais c'est un abcès qui arrive donc chez les caprins, qui souvent est situé à cet endroit, et dont le pus est assez contagieux. Et en fait, en y réfléchissant, je sais pas, 2-3 mois avant, Rosalie, notre chèvre, elle a eu ce style d'abcès que pareil, qui avait percé tout seul parce qu'on s'en était pas rendu compte. Et donc on avait nettoyé, on avait mis un cicatrisant, et c'était passé comme ça. Mais du coup, si c'était contagieux, vu que ça avait percé tout seul, on s'est dit, si ça se trouve, c'est elle qui a mis le germe dans le terrain. Et donc, Mistral a chopé la même chose. Donc, par précaution, à chaque fois qu'on lui a fait des soins, on l'a retiré des animaux, de la basse-cour et tout ça. On l'a isolé dans un endroit où les autres chèvres ne passent jamais. Comme ça, on s'est dit, si jamais on en met un peu par terre, voilà, on va pas contaminer le terrain. Donc voilà, donc on a vidé dans un premier temps. Finalement, l'abcès n'était pas assez mûr, du coup, ça s'est recollecté, ça a regonflé. Et des professionnels donc de caprins nous ont dit, il faut vraiment laisser mûrir l'abcès parce que sinon ça va faire que de revenir comme ça sans cesse. Donc c'est ce qu'on a fait, donc 10 jours et 2 semaines se sont écoulés. On surveillait bien sûr hein, à chaque fois, et donc au bout d'un moment ça faisait un petit trou naturellement, et le pus commençait un petit peu à suinter. Ce qui fait que là, pareil, pour pas qu'il en mette partout dans la basse-cour, on l'a isolé, on a gratté un petit peu cette croûte, mon chéri a quand même incisé un petit peu plus, et on a bien vidé, nettoyé, donc on a envoyé des seringues de désinfectant, vraiment pour que ça fasse toute la cavité de l'abcès. Et voilà, et après un gros bon nettoyage, 2 jours après ça avait un tout petit peu regonflé, donc on a refait la même chose, et après c'est passé nickel. Donc il a eu quand même injection d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires. On a refait antibiotiques 1 semaine après, et voilà. Donc c'est bon. Et normalement on n'a pas foutu partout dans la basse-cour, donc on devrait être tranquille.
Je sais pas si c'est ça ou si c'était juste un abcès parce qu'il s'est mis à un pic ou quoi, mais bon, dans le doute, voilà, si jamais c'était contagieux, on a préféré prendre toutes les précautions. Voilà, donc finalement ça s'est bien passé, mais on s'est dit c'est pas possible, ça va être la galère encore, ça fait un mois qu'il est là, on a déjà des problèmes, mais non. En fait avec les animaux, il faut toujours être prêt à ce qu'il y ait des soucis. Mais des fois c'est pas si grave que ça, il faut juste bien surveiller et pas laisser trop traîner les choses, quoi. Voilà, donc ça c'était pour Petit Mistral. Depuis cette aventure-là, il se passe rien de spécial, si ce n'est qu'il a un caractère qui est de plus en plus marqué, et que des fois d'un coup il est mignon, et que il est toujours mignon, mais des fois d'un coup sans trop comprendre, il nous donne un petit coup de tête, donc voilà, on essaye de pas se laisser faire. Après c'est difficile parce que je sais pas trop comment se faire respecter d'un bouc. Voilà, le gronder comme un chien ça marche pas spécialement. Donc généralement quand il nous donne un coup de tête, on le pousse et puis on s'en occupe plus du tout, comme ça voilà, il voit que ça ne marche pas. Au moment du nourrissage, il est assez brutus, ce qui fait que nous d'habitude, depuis toujours, on nourrit tout le monde ensemble. Poules, pas le lapin cochon d'Inde, le lapin cochon d'Inde ils sont isolés, mais les poules, les oies, les paons, les chèvres, le cochon, mangent tous ensemble. On a je sais plus, 8 à 10 gamelles, des petites auges un peu partout, et donc on remplit toutes ces petites gamelles, et donc chacun, voilà, se débrouille, et il n'y a pas de problème. Mais Mistral, lui, il adore aller, en fait, au fur et à mesure qu'on remplit les gamelles, il fait toutes les gamelles. Il mange une bouchée dans chaque, mais donc il nous suit comme un petit chien, et c'est à ces moments-là d'ailleurs qu'il me fait les balayettes derrière la cuisse. Et en marchant, en fait, il marche sur les autres animaux, donc il marche sur les poules, et on a une vieille poule qui, voilà, c'est une vieille mamie qui a du mal un petit peu à fuir quand il y a un danger. Et donc, elle s'est fait marcher dessus 2 fois. Donc, on s'est dit, on va pas prendre le risque qu'il l'abîme. Donc, maintenant, depuis peu, là, on est tout début juillet quand je vous parle. Et donc, ça fait quelques jours qu'on a commencé à nourrir les poules dans leur volière de nuit. Donc, séparément des chèvres et cochons. Comme ça, il y a moins de risques. Et puis voilà. Ça a l'air de bien se passer comme ça. Bon, Mistral est dégoûté parce que du coup, comme on sépare les animaux, on sépare aussi les granulés. Parce qu'avant, on mélangeait tout. Et puis voilà, tout le monde mangeait un petit peu tout. Après, c'est vraiment des doses infimes. C'est pour les habituer à venir à la gamelle et pouvoir avoir un lien avec eux. Mais en vrai, ils n'en ont pas tellement besoin. Les chèvres, c'est principalement des fibres. Donc, ils mangent énormément d'herbes fraîches dans le terrain. Plus, ils ont toujours à disposition du foin. La cochonne, c'est pareil. Plus le fait qu'elle gratte un peu dans la terre et qu'elle mange des vers et tout. Et des fruits qui tombent des arbres, enfin du coup elle a toujours de quoi manger. Et les poules c'est pareil, en vrai elle pourrait un peu se débrouiller toute seule. Mais bon, c'est toujours bien quand même de les supplémenter en granulés, un tout petit peu, pour elle et aussi pour nous, puisque ça fait quand même un lien et un moment d'échange qu'on partage ensemble et qui est beaucoup plus pratique quand on a besoin de les avoir sous la main, de faire des soins, des choses comme ça. Donc du coup, je m'éparpille, mais c'était pour dire qu'avant on mettait tous les granulés ensemble, et voilà, tout le monde mangeait de tout. Là, depuis qu'on a séparé les poules, eh bien Mistral il boude. Mistral il dit, bah non, moi j'aimais bien le blé. Sauf qu'en plus le blé c'est pas, bon je vous dis c'est vraiment une infime dose, hein. Mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour les poules, pour les chèvres, donc c'est pas plus mal du coup qu'il en mange plus. Mais il boude, il est pas content qu'on lui ait retiré ces granulés là. Voilà, donc ça c'est les dernières nouvelles pour la basse-cour. Ensuite, on a eu des petites arrivées. Fin mai, on avait de la famille à la maison, et la tante de mon chéri est allée faire des courses, et est revenue, non pas avec des courses, mais avec 3 jeunes petites poulettes. Des poulettes âgées de, moi je dirais 5-6 mois, on n'a pas trop su l'âge. Donc je vous mets une photo par ici, voilà. Donc c'est 3 jeunes petites poulettes, 3 couleurs différentes, 3 races différentes. Donc on a une poule rousse, qui est Sidonie. On a une poule blanche qui est une Sussex, et qui s'appelle Sophie. Et on a Sarah, la poule cendrée. Alors une poule cendrée mais qui a la crête noire, et j'ai fait des recherches sur internet, je n'ai pas trouvé si c'était une race différente qu'une poule cendrée. Donc si quelqu'un par ici connaît mieux les poules que moi, je suis preneuse pour savoir quelle race ça peut être, parce que j'ai pas trouvé dans mes recherches. Voilà, donc on a eu ces 3 petites jeunes poulettes, elles se sont super bien adaptées, il n'y a eu aucune tension avec personne. Je crois que notre poule rousse, Roxane, a donné quelques petits coups de bec à... je sais plus laquelle des 3. Mais voilà, ça, on l'a vu une fois et c'est tout. Et non, franchement, l'intégration s'est super bien passée. Donc on est content parce que on n'avait pas beaucoup de poules et que c'est cool d'avoir des poules, c'est cool d'avoir des œufs. Et voilà, pas de problème non plus avec la panne et le paon, donc nickel. À cette même période, nous avons élevé Petit Pedro. Je sais pas si vous avez vu, si vous me suivez par ici sur Instagram d'ailleurs, si vous me suivez pas encore sur Instagram ou Facebook, parce que chaque fois je dis Instagram mais Facebook c'est relié.
N'hésitez pas à me retrouver là-bas parce que je vous partage vraiment quotidiennement nos petites aventures à la ferme. Et donc, je vous avais partagé l'arrivée de Pedro. Donc Pedro, c'est un petit pigeon... alors moi, je dis pigeon des clochers. Alors au début, on a trouvé un petit pigeon qui était tombé du grenier de la grange, certainement, devant la zone où on met notre lapin et les oies. Donc comme je me suis dit, il a dû tomber de son nid. Alors c'était un pigeon, c'était les premiers vols. Hein. Il avait ses plumes. Enfin, non, il avait pas toutes ses plumes, mais il avait quand même pas mal de plumes. C'était pas un tout petit pigeon bébé. Et il commence à bouger du nid, quoi. Donc je me suis dit, il a dû tomber de son nid et atterrir chez le lapin. Donc comme il y a un grenier, il y a un trou qui accède au grenier, du coup j'ai remis le pigeon par le trou, en fait, et je me suis dit, il va bien retrouver son nid. Le soir, on a vu un bébé pigeon, du coup, enfin du même âge, sur le toit avec un adulte, donc on s'est dit, bon c'est bon, il a retrouvé sa famille, nickel. Et le lendemain, rebelote, le pigeon est encore au sol. Du coup, on se dit, on va le laisser la journée, on va surveiller, on est à la maison, on va surveiller l'évolution, quoi, si jamais il y a un adulte qui vient le retrouver ou pas, s'il est pris en charge par ses parents, quoi, en gros. Et en fait, dans l'après-midi, eh bien, Super Julius, notre chien, a ramené un pigeon dans sa bouche sur la terrasse, cadeau. Et du coup, voilà, je l'ai pris dans un premier temps pour voir s'il l'avait pas abîmé. Il ne l'avait pas abîmé, ouf. Par contre, le pigeon était vraiment... il n'avait pas mangé, en fait. On sentait que son jabot était vide. Ce qui fait que je me suis dit, je vais le nourrir, et puis après, je vais peut-être essayer de le remettre. En fait, je l'ai nourri. J'ai gardé un petit peu sous surveillance. Et puis finalement, je me suis dit, ok, je vais l'élever. Donc il est resté à la maison 2-3 semaines. On a même été voir de la famille à Paris. Je pouvais pas le laisser à la maison tout seul sans le nourrir. Du coup, on l'a emmené avec nous à Paris. Donc en fait, il savait pas encore voler. Hein. Donc malgré qu'il avait des plumes, elles n'étaient pas toutes formées encore, mais il savait pas très bien voler. Ce qui fait qu'on lui faisait des petits exercices et tout. Donc voilà, je vous mets des vidéos, des photos là au passage. Mais c'était vraiment un amour de pigeon. Et c'était sympa de participer à son évolution, à lui apprendre à voler, à se débrouiller, à manger, choses comme ça. Après, donc quand il a eu l'âge quand même de voler et qu'il fallait qu'il s'entraîne plus que quelques heures dans la journée avec moi, on pouvait pas le laisser dans la maison en liberté parce que voilà, il fait caca toutes les 30 secondes. Donc on l'a mis dans la volière avec nos autres pigeons et en plus ça permettait aussi de le familiariser avec d'autres animaux que... Donc il y avait nos chiens dans la maison, mais voilà, on préférait les tenir à distance quand même. Et puis voilà, il pouvait pas trop s'identifier à des chiens, mais du coup on s'est dit il va s'identifier aux autres pigeons qui n'étaient pas la même espèce que lui. Nos pigeons huppé picard qui sont dans la volière, les gros roux là, qui volent pas beaucoup, mais qui voilà, c'est quand même des pigeons, donc je me suis dit ça peut l'intégrer dans la famille des pigeons. Voilà. Finalement, il sait pas... Enfin si, il allait avec les pigeons, mais les gros roux lui donnaient quand même quelques coups de bec de temps en temps. Mais voilà, il était bien dans la volière, il faisait des vols. J'allais le voir, du coup on allait le voir tous les jours bien sûr pour le nourrir, mais j'allais passer du temps exprès pour continuer quand même à avoir un petit lien avec lui. Et en fait, très rapidement, il voulait plus qu'on l'approche. Il mangeait plus tellement dans notre main. En fait, très rapidement, il s'est détaché de nous, donc ça m'a fait très mal au cœur, bien sûr, mais en même temps, j'étais contente pour lui parce que c'était le but, hein, c'était de le réintégrer avec les pigeons pour qu'il puisse retrouver sa liberté. Donc voilà, au bout d'un moment, donc on voyait qu'il volait très bien et tout, donc on s'est dit, on va le lâcher en liberté, et chez nous, il y a toujours des petits pigeons qui naissent dans nos granges, qui restent chez nous, quoi. Donc je lui avais mis une bague à la patte, pour le reconnaître, et on l'a libéré de la volière pour qu'il aille avec les autres pigeons. Donc on a fait ça le matin, l'après-midi, le soir, il était avec les autres pigeons, donc en liberté chez nous. Donc on s'est dit, c'est bon, il est intégré. Et puis, dès le lendemain, au nourrissage dans la basse-cour, tous les pigeons viennent manger normalement, et lui n'est pas venu. Donc au début, on s'est dit, il n'a pas encore le réflexe de venir à tel moment, voilà, il n'a pas encore capté, lui, il sait pas. Mais en fait, il est jamais revenu, donc voilà. Je suis très triste, j'ai regretté de l'avoir lâché si tôt. Et je me dis que, alors, on sait pas, on a cherché partout, on n'a pas trouvé son cadavre, donc il est peut-être pas mort, mais il est peut-être mort, je ne sais pas. Mon chéri me dit que peut-être il s'est perdu et que voilà, il a élu domicile ailleurs. C'est possible. Voilà, je me suis aussi dit qu'on l'avait habitué à voir les chiens de près et donc peut-être qu'il avait pas peur des prédateurs, que ce soit renard, puisqu'il potentiellement il peut passer pas mal de temps au sol vu qu'il n'est pas non plus habitué à voler beaucoup. Et puis il y a aussi des prédateurs dans les airs, des éperviers, des rapaces, des buses, voilà. Donc je ne sais pas, je crois que je ne saurai jamais, à moins de retomber sur sa bague que j'avais mis à sa patte un jour, mais
Voilà. Et non, je ne pense pas qu'il ait perdu sa bague puisque c'était impossible de l'enlever. Donc voilà, l'histoire de mon petit Pedro qui finit peut-être bien ou peut-être mal, je ne saurais jamais. Voilà, sur une note plus gaie, début juin, nous avons accueilli 2 petites nouvelles poulettes. Alors en fait, je rêvais d'avoir des poules soie et un ami à nous a eu l'occasion, voilà, de nous en trouver. Ce qui fait que, eh bien, nous avons accueilli 2 petites poules soie. Alors c'est notre ami qui s'est chargé d'aller les chercher chez l'éleveur. Et une fois atterri à la maison, eh bien, on a été surpris que ce soit... Alors, il nous a dit que c'était des petites jeunes, mais je pensais pas que c'est si jeune que ça. Et en fait, c'est des petits poussins, en fait. Elles ont 3 semaines, 1 mois. Ce qui fait que, bah voilà, on n'était pas préparé à ça. Donc, on n'a pas voulu les mettre dans la basse-cour tout de suite. Entre poules, déjà, on n'était pas sûr que ça se passe très bien, vu qu'elles sont petites, elles savent pas encore se défendre, et elles ont pas encore le gabarit pour se défendre. Si elles se font piétiner par Mistral ou quelqu'un d'autre, là elles sont écrasées. Donc voilà, elles sont aussi potentiellement vulnérables devant un prédateur. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on les a laissées dans une grande cage à la maison. Comme on a une partie qui est encore en travaux, voilà, ça craignait pas beaucoup de laisser une cage à poules là-bas. On les a gardées 2 semaines, et là ça fait que, bah, depuis hier soir, où on les a mis, enfin hier après-midi, où on les a mis dans la volière des pigeons. C'est toujours la volière d'intégration. Et comme ça, elles apprennent quand même à être dehors, à gratter la terre, à manger de la végétation et choses comme ça. Et donc on va les laisser grandir là, dans cette volière, et puis quand elles auront l'âge et la taille pour être en liberté, et ben du coup on les intégrera avec nos poules, mais pour l'instant elles sont dans la volière. Elles sont trop mignonnes, donc c'est Pomme et Célestine. Voilà, elles sont trop choues, et je suis très contente de les avoir accueillies à la maison. En plus, généralement, ce sont des poules qui aiment bien couver, donc il se peut que plus tard on puisse les faire couver. Enfin, on verra bien comment ça se passe, mais... des petites poules naines comme ça, souvent ça aime bien couver, donc voilà, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'était la première partie concernant la vie à la ferme, tout ce qui s'est passé pendant ces 2 derniers mois. Maintenant on va passer à la partie concernant le projet. Donc pour ce qui est du projet, début juin, nous avons fait la visite d'un élevage dans le Poitou, chez un couple d'éleveurs de chèvres angora. Bah eux, je les avais trouvés sur internet, j'ai lu tout leur site, tout leur parcours. En plus, ça résonnait un petit peu en moi parce qu'ils travaillent dans la fonction publique. Ils sont aussi dans l'éducation nationale comme moi, ce qui fait que tout ce qui est côté juridique, côté statut, côté cotisation, MSA, MGEN, des choses comme ça, eh bien, ils pouvaient bien m'éclairer sur le sujet. Ce qui fait qu'on est allé leur rendre service avec mon chéri. Et puis voilà, ça s'est super bien passé. C'est vraiment des gens super, très accueillants, très gentils, très généreux. Ils m'ont vraiment partagé leur savoir-faire, leur expérience. Vraiment, je sentis qu'ils faisaient ça avec le cœur, et ça fait plaisir parce que c'est vrai que des fois, quand on pose des questions sur le métier, parce que je suis une future concurrente, donc les gens peuvent être aussi un petit peu plus refroidis et ont pas trop envie de partager, mais alors vraiment, eux, j'ai pas du tout ressenti ça. Au contraire, ils étaient contents de partager. Et on devait y passer de 10h à midi, et en fait, on est reparti à 14h. C'était vraiment super, quoi. C'était un super échange, et j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, j'ai appris beaucoup, et je suis toujours en contact avec eux, donc voilà. Donc c'est des gens que je vais essayer de garder près de moi, parce que bah voilà, c'est vraiment ce genre d'échange qui m'enrichit, donc voilà. Je suis très contente de cette visite, et puis ça m'a renforcée dans l'idée que voilà, j'allais être capable de réussir, et que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Grand événement également pendant ce mois de... Alors c'était au mois de fin mai, je crois. J'ai envoyé mon chèque de ma première cotisation à l'ANECA. Donc l'ANECA, c'est l'Association nationale des éleveurs de chèvres angora. Donc moi, c'est sous un statut de jeune éleveuse en cours de création d'élevage, quoi. Mais voilà, ça m'a fait quelque chose, quoi, parce que ça y est, j'ai intégré le cercle des, des éleveurs de chèvres angora. Et d'avoir payé cette première cotisation me donne la possibilité de m'inscrire à des formations qu'ils proposent, et donc qui sont très intéressantes et importantes. Et donc il y en a une qui sera obligatoire pour que je puisse envoyer ma laine à une coopérative qui va me la transformer, patati patata, parce que c'est obligatoire de suivre la formation tri de la laine. Dans mon rôle d'éleveuse, mon boulot consistera donc d'élever, mais aussi de tondre ou de faire tondre, et de trier ma laine, de faire le premier tri. Et ce premier tri, la coopérative à qui on va donner la laine, qui va la transformer et tout ça, oblige qu'on suive la formation tri pour bah voilà, envoyer la laine bien triée, quoi. Donc j'ai pu aussi m'inscrire à la formation tri qui se déroule tout début septembre, et j'ai pu m'inscrire avec mon chéri
Colin. Donc c'est cool, on va pouvoir aller faire ça tous les deux. Donc c'est à Toulouse, donc on partira à l'aventure début septembre, voilà. Donc j'ai hâte parce que c'est aussi, donc je vais apprendre beaucoup et c'est aussi un moment où je vais rencontrer plein d'éleveurs, soit des éleveurs déjà en place, soit des jeunes éleveurs. Bah, je pense beaucoup de jeunes éleveurs puisque formation tri c'est pour les jeunes personnes qui vont apprendre. Mais voilà, donc c'est cool, c'est un moment d'échange qui va être très important, très enrichissant aussi. Donc voilà, ça c'est tout ce qui s'est passé durant ces 2 derniers mois. Et pour ce qui est de projets à venir, alors j'ai ma petite liste. Durant le mois de juillet, je vais participer, les dates sont déjà calées, je vais participer à la formation Chiffrer mon projet. Donc ça va se dérouler sur 2 jours, 2 jours à une semaine d'intervalle je crois. Où bah là je vais pouvoir tout bien calculer. Alors j'espère vraiment qu'ils vont m'aider à faire ça parce que c'est vraiment la partie où j'ai du mal. Parce que j'ai déjà rien que de dire je vais calculer ça me fait peur. Peut-être parce que j'ai peur du résultat, je sais pas. Mais c'est aussi parce que j'ai peur d'oublier plein de choses, de pas tout penser, alors que bon, au bout d'un moment, j'ai quand même pas mal de données, donc je suis censée pouvoir bien calculer. Mais voilà, donc je vais chiffrer mon projet à l'aide de la Chambre d'agriculture. Et je suis également inscrite à la formation études de marché, donc là j'ai pas encore de date, mais c'est pareil, ce sera quelque chose de très intéressant et de très important. Étudier le marché voilà. Étudier le marché. En parallèle de ça, même avant d'avoir les dates, je vais aller démarcher quelques boutiques qui pourront être des boutiques de revente pour mes produits. Voilà, je pense que ma vente va pas se dérouler principalement dans des boutiques de revente, mais au moins une ou deux seraient intéressantes. Il faut de toute façon que j'ai d'abord ma stratégie de commercialisation. Donc je pense que je vais en parler avec la Chambre d'agriculture, mais voilà, ça coûte rien d'aller démarcher des boutiques de laine dans le coin ou des boutiques de créateurs locaux, voilà. Donc je vais aller voir ça, me renseigner un petit peu de tout ce qui se fait dans la région. Très important, et là, donc je suis toujours à la recherche, mais je vais carrément passer une annonce justement à l'aide de l'ANECA, donc l'association des éleveurs de chèvres Angora, pour trouver des femelles à mon Mistral, puisque bah voilà, avec un mâle je vais pas aller bien loin. Il faut que je trouve des femelles, donc mon objectif c'est de trouver 2 à 3 femelles. Maximum, dernier carat, mi-août, pour que septembre-octobre, je puisse les mettre à la repro, et que au mois de février-mars, j'ai des petits, pour voilà, commencer à créer mon troupeau. Donc bah du coup, il faut que je cherche, et que surtout que je trouve des femelles pour Mistral, et pour commencer la création de mon troupeau. Également, je dois trouver un tondeur, donc soit pour que Mistral, soit pour Mistral et ses zouzes, et ses femelles. Faut que je trouve un tondeur, je sais qu'il y en a dans la région. Après, est-ce qu'il faut que je prenne un tondeur spécial chèvre Angora? Voilà, il faut que j'en rediscute avec des éleveurs. Je sais parce qu'il y en a un qui est vraiment pas loin de chez nous qui fait les moutons, donc voilà, il faut que je me renseigne là-dessus. Comme je sais pas encore pour combien d'individus ce sera, j'ai un peu du mal à prendre un rendez-vous, mais bon, il faut au moins que je lui téléphone pour savoir s'il peut faire les chèvres Angora déjà. Voilà, et puis quelque chose que je dois faire dans les jours à venir, là, puisque là je suis en repos, c'est d'écrire ma lettre et d'envoyer ma demande de temps partiel à 80%. Ça va me permettre donc je vais perdre un petit peu d'argent, mais en contrepartie ça va me libérer du temps. Même si j'ai un métier où j'ai pas mal de jours de congé en fait, puisqu'on fait des heures sup tous les jours, et on les rattrape en jours de congé, c'est pour ça que j'ai beaucoup de jours de congé. Mais là, clairement, ce sera mes journées 80%, donc j'aimerais bien avoir tous mes lundis, par exemple. Enfin, c'est ce que je vais demander, en tout cas. Et ces jours-là seront consacrés vraiment à mon projet, ce sera vraiment une journée bien structurée, où je pourrais avancer complètement sur mon projet. Et également, ça pourra me permettre de faire des stages, parce que les stages doivent pas être faits sur mon temps de travail, ni mon temps de congé. Il faut vraiment que ce soit du temps pas du tout lié à mon entreprise, ce qui fait que si je suis à 80%, j'aurai une journée par semaine où je pourrais faire des journées stages. Donc ça peut être aussi très intéressant. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à discuter avec moi dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!